Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck, vous avez quitté les studios de la rue François 1er à Paris pour une émission spéciale consacrée à l'une des plus grandes batailles de l'histoire de France. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Bienvenue dans un des hauts lieux de la mémoire nationale, le mémorial de Verdun dans la Meuse. Un mémorial créé il y a un demi-siècle mais qui a fait peau neuve à l'occasion du 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale bien sûr, mais surtout du 100e anniversaire de cette bataille de Verdun dont le souvenir, dont la gloire, dont les souffrances ont affecté la plupart des familles françaises. Nous verrons tout à l'heure à quel point cette mémoire de Verdun est encore extrêmement vive, comme une sorte de blessure mal cicatrisée dans la mémoire des Français. Alors dans un moment, avec le président du Souvenir français, nous évoquerons les questions passionnantes que soulève la mémoire des champs de bataille, des cimetières militaires, des commémorations, de l'évolution du souvenir. Tout ça est très intéressant, mais à tout seigneur, tout honneur, je suis heureux que Thierry Hubscher puisse nous accueillir dans cette belle maison. Nous avons une vue imprenable sur le champ de bataille de Verdun depuis ce mémorial, Thierry Hubscher. C'est exact, ça c'est un avantage que le visiteur peut trouver en arrivant dans ce mémorial qui est aussi un centre d'interprétation et un musée à la gloire de la bataille de Verdun. Et par rapport effectivement à d'autres musées, nous avons effectivement l'avantage d'être au cœur même du champ de bataille. Mais oui, et vous avez d'immenses baies vitrées qui donnent un aperçu général sur les lieux. Alors, cette bataille de Verdun a été très longue, extrêmement meurtrière. Le système des rotations qui avait été établi par l'état-major fait qu'un grand nombre de soldats sont passés à un moment ou à un autre par Verdun. On ne parle pas de tranchées ici, il faut le dire. C'est une bataille d'artillerie d'abord. Alors, c'est vrai que Verdun n'est pas une bataille de tranchées, c'est plutôt une bataille de trous, si je puis dire, puisque l'artillerie a complètement dénaturé le terrain et le champ de bataille que l'on a encore aujourd'hui la possibilité de contempler dans son jus, si je puis dire, c'est un terrain qui est complètement criblé par l'artillerie. Alors dans un instant, je vais raconter l'histoire du fort de Vaux, cette résistance extraordinaire autour de Raynal, avec les fameux pigeons de Vaux. Ils sont là, ils sont prêts, si je puis dire. Et puis nous aurons, ça c'est un grand plaisir, nous aurons l'occasion après d'aller nous promener dans le mémorial, au sein des collections, dans cette scénographie qui a été entièrement refaite pour le centenaire. Là, tout ça avait été ouvert en 1967, mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est un grand musée, c'est un centre d'interprétation moderne. C'est effectivement le projet, l'ambition qu'il y avait en faisant ce projet, c'est que 100 ans après la bataille, il n'y avait plus de survivants qui étaient là pour raconter l'histoire. Et puis 50 ans après l'ouverture du mémorial, force était de constater que les collections présentées devenaient un peu obsolètes et que le bâtiment méritait d'être totalement restructuré. Donc le projet a germé dans l'esprit des collectivités et du monde combattant pour offrir aujourd'hui aux visiteurs un mémorial avec les moyens contemporains qui doivent être présentés aux visiteurs et aussi donner aux jeunes générations des éléments d'interprétation et toute la pédagogie nécessaire pour connaître bien la bataille de Verdun. On va voir ça dans un instant. Pour le moment, nous partons pour le fort de Vaux. Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Le fort de Vaux est un des 43 ouvrages fortifiés de la place de Verdun, qui avait été fortifié d'ailleurs juste au lendemain de la guerre de 1870. Il y avait 3 autres places fortifiées, Toul et Épinal, et Belfort bien sûr avec Verdun. En février 1916, quand se déclenche la bataille de Verdun, il faut seulement 4 jours pour que le front se fixe à moins de 2 kilomètres de ce fort de Vaux, déjà touché jusque-là par de nombreux projectiles. Le fort de Vaux va devenir une sorte d'obsession pour les Allemands. Et c'est aussi, et c'est ce que je vais vous raconter maintenant, c'est aussi le théâtre d'une longue résistance. Ce fort de Vaux, c'est un des petits forts de Verdun, si vous voulez. Il avait été construit en pierre de taille, tout à fait à l'origine. Je vous le décris en 2 mots. Il est couvert d'un toit en béton de 2,50 m d'épaisseur, qui a été coulé au-dessus des voûtes, avec une tourelle qu'on a installée qui peut monter et descendre afin de protéger les 2 canons de 75 mm, qui ont quand même une portée de 5 km.
On a fait aussi un ajout pour 2 casemates qui sont armés de 4 canons de 75. Et puis depuis 1912, pour défendre les fossés, on a installé sur les coffres de contre-escarpe, là encore, des espèces de carapaces de béton. Vaux peut accueillir une garnison de 200 hommes. Il faut bien avoir ce chiffre à l'esprit. Le 26 février 1916, une véritable pluie d'obus, des obus qui pèsent près d'une tonne. Cette pluie s'abat venant du ciel sur le fort de Vaux et sur ses environs, près de 130 projectiles qui tombent comme ça du ciel. À l'intérieur, c'est la panique. L'un des obus fait sauter des baraques à poudre à côté d'une tourelle qui est détruite également de son côté. Un autre obus va tomber sur la réserve des charges explosives, ce qui fait que très vite, le fort est sans défense d'artillerie, puisque ces réserves étaient destinées précisément à faire sauter le fort au cas où il tomberait aux mains des ennemis. On ne peut plus le faire sauter. Alors, il faut vous dire qu'à la tête de la 2e armée qui est chargée de défendre Verdun, on vient de nommer Philippe Pétain à l'époque. Et après la perte de Douaumont, qui a été pris par les Allemands sans aucune résistance, son premier ordre a été d'affecter des renforts dans chacun des petits forts là, pour assurer la défense, ce qui fait que la défense de Vaux se renforce. Un grand témoin écrira en 1919 « Pétain a lancé son beau cri « Verdun, on ne passe pas », on utilisera les forts même désarmés pour en faire des points d'appui et des abris d'infanterie, évidemment plus confortables et plus sûrs que les abris creusés par la pelle et la pioche de nos fantassins sur la ligne de combat. À partir du 6 mars. 6 mars, il fait très froid, c'est un hiver particulièrement froid, les températures descendent à moins 15 degrés. Les Allemands lancent leur offensive sur les 2 rives de la Meuse. Il faut saigner la France, c'est vraiment ça l'idée. Et évidemment, c'est une offensive qui s'approche du fort de Vaux. Pendant 2 jours, de très violents combats font rage au pied du fort pour essayer de s'emparer du village de Vaux, qui va être attaqué à 14 reprises par les Allemands. Certains vont même tenter de gravir les pentes nord qui mènent directement au fort de Vaux, mais ils ne s'emparent que d'une partie du village. Quant au fort, il reste imprenable. Après une période de calme, l'attaque reprend le 31 mars contre le village de Vaux qui finalement va donc tomber le 2 avril 1916. Quelques heures plus tard, Pétain va lancer son fameux ordre du jour « Courage, on les aura ». En attendant, les Allemands progressent. Courant mai, ils sont à moins de 400 mètres du fort. La garnison observe cette espèce d'avancée inexorable. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent à l'intérieur? Une garnison qui change régulièrement de commandant. On a mis en place là aussi une rotation entre les officiers. En fait, ce sont des officiers blessés qui sont jugés inaptes aux assauts et qu'on envoie dans ce fort de Vaux. Le 24 mai, un de ces soldats blessés, il s'appelle Sylvain-Eugène Raynal, devient donc commandant du fort. Il a été blessé à 3 reprises depuis le début de la guerre. C'est un officier de 49 ans qui est là et qui observe la situation. Voilà ce qu'il écrira. Du haut des observatoires, j'examine le terrain des approches du fort. Il a été couvert d'un épais réseau de fils de fer dont il ne subsiste aujourd'hui que quelques piquets tordus. Les fils de fer se sont volatilisés sous le bombardement. Le terrain n'est plus qu'un champ d'entonnoir qui s'étend loin du côté de Souville comme du côté de Douaumont. J'aperçois très bien le bois fumain de Vaux, du Chapitre, de la Cayette. Leurs arbres, rares maintenant, n'ont plus une feuille. Ils dressent lamentablement leur fût mutilé et roussi, et nous sommes à la fin du mois de mai. Les Boches ont supprimé le printemps. Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck, vous nous parlez de la bataille de Verdun, la bataille fait rage. Nous sommes plus précisément au printemps 1916. Les Allemands ont un objectif, s'emparer du fort de Vaux. Lorsque la guerre a éclaté en 1914, qu'est-ce qui s'est passé, Franck, à Verdun et notamment au fort de Vaux jusqu'au déclenchement de cette bataille? Oh, il s'est passé peu de choses, Anissa. Vous savez, jusqu'en février 1916, Verdun a même été un des secteurs les plus calmes du front. La raison était simple, c'est que l'Allemagne savait que cette place fortifiée de Verdun était très bien défendue. Et donc, après la victoire allemande contre les Français le long de la frontière franco-belge, donc en août 14, les Allemands ont préféré passer au nord de Verdun, hors de portée des canons de la place forte. Et après, la victoire française de la Marne a un petit peu changé les choses en septembre. Le front, à ce moment-là, s'est fixé au nord et à l'est de la place fortifiée. Et de fait,
au fort de Vaux, la situation a été plutôt calme, sauf exception, notamment en février 15. Seulement au printemps 1916, alors là, la situation, vous l'avez compris, change complètement. Les Allemands veulent mettre la main sur Vaux et sur le fort de Vaux afin de s'ouvrir la route vers la ville même de Verdun. Or, la tentative de reprise du fort de Douaumont par les Français, du 22 au 24 mai 1916, cette tentative a rappelé aux Allemands que rien n'était joué. Et fin mai 16, 40 000 Allemands, qui sont répartis en 3 divisions, sont mobilisés pour la conquête de ce fort de Vaux. C'est vraiment, quand je vous parlais d'obsession tout à l'heure, vous imaginez à l'intérieur du fort, la panique, les Allemands lancent leur offensive le 1er juin, là les canons se déchaînent, la progression des soldats du Kaiser est littéralement fulgurante. Être dans le bois qui est là tout près, à 800 mètres à l'ouest du fort. Or, une lignée de tranchées a été creusée par les Allemands, qui donc s'installe, si vous voulez. Et les pentes au nord du fort sont maintenant directement menacées. On imagine la tension de Raynal et de ses hommes. Au début de la guerre, le fort comptait 6 canons de 75 et 4 canons revolver, mais un décret, le fatal décret d'août 1915, a supprimé l'armement de ces forts pour le déplacer vers une autre partie du front, notamment en Champagne. Ce qui fait que seule la tourelle de 75 dont je vous parlais tout à l'heure, avec ses 2 petits canons, seule cette tourelle a été laissée en place, et encore elle n'a été laissée en place que parce qu'elle était difficile à démonter. Sinon, je pense qu'on l'aurait enlevée comme les autres. Donc, face aux obus qui tombent constamment, nuit et jour, 1500, 2000 obus à l'heure, vous imaginez, on considère que la position est perdue d'avance. Le fort de Vaux, qui fait 1 petit hectare, ne cesse d'accueillir des détachements isolés de régiments des alentours avec des blessés. Ce fort, il a été prévu, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour accueillir 200 hommes. Et maintenant, il en compte 600. 3 fois plus. Les brancardiers qui sont venus pour secourir les blessés se retrouvent même enfermés à leur tour dans le fort. Et est-ce que j'ai besoin d'insister sur les odeurs qui remontent des fossés, déjà pleins de cadavres, pleins d'excréments évidemment. Au petit matin du 2 juin, le bombardement cesse. Les Français sortent pour gagner les emplacements assignés autour des coffres de contrescarpe, mais ils vont se retrouver face à des fantassins allemands qui, aussitôt, en profitent pour leur jeter des grenades. Le combat, là, va être terrible, il dure 2 heures. L'ennemi grimpe sur le sommet du fort. Un capitaine du nom de Taboureau est grièvement blessé. Voilà ce que raconte Raynal. Une grenade lui a ouvert le ventre et tranché les 2 jambes. On le ramène sur un brancard dans l'intérieur du fort. Dès que je peux, je me rends auprès de Taboureau. On l'a transporté au poste de secours parmi une centaine de blessés dont la plupart agonisent. Les Français rentrent évidemment à l'intérieur par une galerie qui fait à peu près 2 mètres sur 2, diamètre de 2 mètres si vous voulez. Et derrière eux, ils édifient une barricade pour essayer d'empêcher les Allemands d'entrer, bien entendu. C'est alors que l'assaillant va utiliser des grenades, des lance-flammes. Lance-flamme, c'est une arme que jusqu'alors on n'avait quasiment pas vue dans les combats. Antoine Pro et Gerd Krumeich nous disent dans Verdun 1916, portés à dos, ils lançaient de l'extrémité de leur canne à une 15aine de mètres une longue flamme dans un grondement, une odeur et une fumée qui évoquaient l'enfer. Alors, la galerie nord-est, vous l'avez vu, a été investie, puis on a réussi à bloquer. Eh bien, même chose dans la galerie nord-ouest, qui passe sous le fossé est, elle est bloquée par une barricade. Les 600 hommes du commandant Raynal sont maintenant enfermés littéralement dans ce fort qui est bouché, si l'on peut dire, et les communications avec l'arrière sont complètement coupées. Les pertes allemandes sont très importantes, les renforts sont nombreux, on voit des Allemands qui escaladent maintenant le fort, qui occupent toutes les tranchées et qui les arment de mitrailleuses. À l'intérieur, le chef de la garnison, donc Raynal, n'a pas pour autant l'intention de déposer les armes. Il faut vous dire que cet homme robuste et moustachu dispose encore d'une arme. Cette arme, je le laisse vous la présenter lui-même. Je cite Raynal. « Une arme très spéciale, 4 héros enfermés dans une cage et qui ne trahissent leur présence que par leur tendre roucoulement. Des pigeons du colombier de Verdun, admirable courrier ailé qui, au travers des tirs de barrage, parmi les éclatements des bombes et des marmites, seront à un moment nos uniques agents de liaison avec l'arrière. » Le 2 juin, le commandant Raynal envoie un message, il envoie son premier pigeon. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1,
Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et jusqu'à 15h sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de la bataille de Verdun. Vous êtes au mémorial de Verdun et vous nous faites revivre cette bataille historique de 1916, Franck. Je vous ai parlé des barricades qui fermaient l'accès par les galeries aux Allemands. Eh bien, dans la journée, les Allemands vont faire sauter une des deux barricades. Là, la fumée envahit l'étroite galerie nord-est. Dans les deux camps, on se précipite. Les Français arrivent les premiers sur la position de mitrailleuse. Ils ouvrent le feu sur les Allemands qui sont donc forcés de se replier. Et là, on établit une nouvelle barricade un peu plus à l'arrière. Mais le problème, c'est que maintenant, à l'intérieur, on manque de tout et notamment, on manque d'eau et l'on a soif. Le 3 juin, dès 4 heures du matin, les Allemands attaquent à 3 reprises cette nouvelle barricade de la galerie nord-est. À chaque fois, ils sont repoussés et malgré l'obscurité, la chaleur, la fumée, les Français résistent et préparent d'autres barrages un petit peu plus en arrière. La ration d'eau passe d'1 litre à 3/4 de litre par personne. Les hommes là sont complètement épuisés. Il y en a qui n'ont pas dormi depuis 48 heures. On envoie un second pigeon porteur d'un message. Ce petit animal emporte, imaginez, les espoirs de centaines d'hommes à bout de force. Le 4 juin, vers 8h30, les Allemands relancent leurs attaques dans les deux galeries pour détruire les barricades. Ils utilisent à ce moment-là des liquides enflammés. On aura tout utilisé pour la prise de ce fort de Vaux. Côté français, on crie « à vos masques !» parce que l'odeur, évidemment, les exhalaisons sont insupportables. Certains sont asphyxiés. Les échanges de tirs vont durer 1 heure dans des conditions dantesques. Et une fois de plus, les défenseurs s'en sortent. Mauvaise nouvelle, un bombardement a vidé la citerne. Cette fois, il n'y a plus d'eau. Et cette fois, le seul espoir, il réside dans 2 pigeons voyageurs. Parce que Raynal en a encore 2 de ces petits messagers. L'un d'eux va partir, mais il est blessé. Il arrive en triste état au Colombier de Verdun et il a perdu son petit message en route. Le 4 juin, à 11h30, Raynal va donc prendre le dernier pigeon voyageur dans ses mains. Vous imaginez, pigeon matricule 787-15. Il est baptisé Vaillant. Et il va l'envoyer à la citadelle de Verdun avec ce message. Nous tenons toujours, mais nous subissons en ce moment une attaque par les gaz et les fumées asphyxiantes très dangereuse. Il y a urgence à nous dégager. Faites-nous donner communication par l'optique avec Souville qui ne répond pas à nos appels. C'est mon dernier pigeon. À cause des gaz asphyxiants, le pigeon ne parvient pas à s'élever au-dessus des fumées. Il revient se poser là, juste sur le poste de commandement, et Raynal se dit « mais il faut qu'il parte !» Et voilà le pigeon qui repart. Il pointe cette fois dans la bonne direction, dans la direction de Verdun. Le soir même, Raynal ordonne l'évacuation de 400 des hommes qui sont là et qui ne sont pas indispensables à la défense. Par petits groupes, ils partent donc en direction du sud, vers les lignes françaises distantes de plus de 300 mètres. Rares sont ceux qui vont y arriver, vous imaginez. Certains seront faits prisonniers par les Allemands, mais beaucoup vont se faire tuer. Dans la journée du 5 juin, les Allemands réussissent à faire sauter la fameuse barricade de la galerie nord-est, ce qui veut dire qu'il ne leur reste plus qu'une barricade à détruire avant d'arriver maintenant au cœur même de la caserne. Et les Français n'en peuvent plus. Ils sont non seulement épuisés, assoiffés, mais évidemment, ils n'ont plus rien à manger. À 8h30 du soir, un télégramme du généralissime. Le général commandant en chef adresse au commandant du fort de Vaux, au commandant de la garnison ainsi qu'à leurs troupes l'expression de sa satisfaction pour leur magnifique défense contre les assauts répétés de l'ennemi, et c'est signé Joffre. Raynal réunit un conseil de défense avec les autres officiers qui sont là et il entend au loin le canon qui gronde. C'est le canon français, ça y est, une attaque se prépare. Raynal fait un tour dans les couloirs, il voit ces hommes complètement à bout de force. Certains lèchent les murs pour trouver de l'humidité, vous imaginez. Le 7 juin 1916, à 6h30, Raynal décide qu'il ne peut plus tenir et qu'il faut se rendre. Alors il va voir ses hommes. « C'est fini, mes amis, dit-il. Vous avez fait votre devoir, tout votre devoir. Merci. » Les Français ont perdu 93 hommes, dont 17 ont été tués. Les pertes allemandes sont plus lourdes, figurez-vous. Maintenant, nous quittons le fort, raconte Raynal. Les heures de captivité commencent. Nous sortons les derniers après avoir procédé à l'évacuation de nos chers blessés, la plupart incapables de marcher. Je suis aussi épuisé qu'eux. Je n'en peux plus. Je trébuche à chaque pas et je dois avoir une tête de brigand. Je n'ai pas été rasé depuis 8 jours. Mais voici les généraux Boche. Ils sont en grande tenue, soignés, sanglés, décorés, chamarrés. Le général allemand va féliciter les Français pour leur résistance. Au moment où il prononce le mot vaincu, Raynal l'interrompt aussitôt. « Ah, pardon. Pardon, nous n'avons pas été vaincus. Nous avons succombé à l'épuisement. »
et à la soif. Raynal est libéré quelques jours avant l'armistice de 1918. Et le pigeon, me direz-vous, et le pigeon vaillant, eh bien, il a survécu, ce brave pigeon. Il a reçu la bague de la Légion d'honneur. Il a été cité à l'ordre de la Nation. Si vous voulez lui rendre visite, c'est possible. Il est empaillé, il est au Mont Valérien, au musée de la colombophilie militaire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Elle a duré 9 mois, 3 semaines et 6 jours. Vous nous parlez de la bataille de Verdun que vous nous faites revivre cet après-midi. Franck Ferrand, nous sommes en 1916 et vous êtes pour l'occasion au mémorial de Verdun pour cette émission, entouré de Nicolas Zubac, professeur d'histoire-géographie détaché au service éducatif du mémorial de Verdun, Serge Barcellini, président général du Souvenir français, et Thierry Hubscher, directeur du mémorial de Verdun. Thierry Hubscher, on peut encore visiter le fort de Vaux. Il faut dire qu'il est encore debout et l'on peut voir l'endroit où ces hommes ont résisté jusqu'au-delà de toute force. Absolument, on peut visiter le fort de Vaux comme on peut aussi visiter le fort de Douaumont. Ce sont deux des pièces maîtresses qui constituent l'intérêt de la visite du site du champ de bataille. Quand on parle de mémoire, Serge Barcellini, ça veut dire qu'on entretient les ouvrages militaires, bien entendu, donc les forts, on entretient les sépultures, on entretient les champs de bataille eux-mêmes. Alors, lorsqu'on parle de mémoire, on parle de deux choses. On parle des sites historiques. Le fort de Vaux, le fort de Douaumont, c'est un site historique. Il s'est passé quelque chose dans ce site. Et puis, l'on parle des sites matérialisés après la guerre. L'ossuaire de Douaumont, la nécropole de Douaumont, qui est devant nous, ce sont des sites mémoriels, des sites funéraires construits après la guerre. Et la mémoire, c'est cette convergence des deux. Et lorsque nous venons à Verdun, lorsque nous sommes sur le champ de bataille de Verdun, nous sommes à la rencontre de ces deux types de sites. À la fois, ici, il s'est passé quelque chose, et ici, l'homme a voulu matérialiser la mémoire, a voulu transmettre la mémoire. Ce mémorial, par exemple, est un lieu de mémoire quelque part, puisqu'il permet de transmettre la mémoire à toutes les générations. Et oui, bien sûr, et pour notre génération, mais aussi pour les générations du futur. Il ne faut jamais oublier cette dimension-là. Pour revenir un instant au fort de Vaux, Nicolas Zubac, on peut dire que certaines défaites valent des victoires, en tout cas dans la mémoire des hommes. Tout à fait, on est vraiment avec l'illustration des combats du fort de Vaux dans la devise on ne passe pas, donc les soldats français qui sont accrochés au terrain, complètement encerclés, en infériorité numérique. C'est un des moments d'abnégation les plus forts de la guerre qu'on ait connue. Il y en a plein d'autres, mais en effet, là, il faut savoir que la mémoire de Verdun se construit déjà pendant la bataille même. 600 hommes, dont 200 combattants efficaces, face à quoi? 50 000 Allemands? Non, en fait, il y a une division complète dessus, c'est 3 régiments, donc vous allez avoir 10 000 Allemands qui sont vraiment sur le fort et les environs immédiats. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, des pertes nombreuses également, puisque nous sommes au mémorial dans une dimension certes française, mais une dimension franco-allemande et européenne. Il y a eu 2800 soldats allemands qui ont été mis hors de combat pendant le siège. Alors évidemment, là on est le 23 juin, et très bientôt va naître un autre front. On va lancer une autre bataille, la bataille de la Somme. Absolument. Ce qui explique l'acharnement des combats à la fin juin, au mois de juin, à la fin juin 1916, c'est que les Allemands savent très bien que la bataille de la Somme va se déclencher. Oui. Donc, si on veut emporter Verdun, il faut le faire rapidement, ce qui nécessite une concentration d'hommes et de moyens terrifiante, la plus importante depuis le début de la bataille même. Avec toutes ces batailles qui ont lieu plus ou moins en même temps, du point de vue de la mémoire, Serge Barcellini, va naître une concurrence peut-être des sites, non? Certains vont vouloir privilégier la bataille de la Somme, d'autres la bataille de Verdun. Enfin, chacun a son champ de bataille. Dans la longue durée. Car à l'origine, il est clair que la bataille de Verdun reste la bataille mère, on va dire, de la mémoire de la guerre, de la Première Guerre mondiale. C'est à Verdun que l'on vient, c'est à la Verdun que l'on fait les grands pèlerinages, c'est à Verdun qu'ont lieu les grandes cérémonies. C'est vrai que sur 100 ans, puisque nous sommes sur une mémoire longue, sur 100 ans, les choses évoluent. Et il est évident qu'aujourd'hui, la mémoire de Verdun est une mémoire essentiellement franco-allemande, alors que se joue une mémoire universelle, plus mondiale, en particulier dans la Somme où c'est une mémoire qui est Commonwealth quelque part, qui est britannique, qui est anglaise, qui est britannique, néo-zélandaise, australienne, et c'est ces enjeux qui sont en train de se jouer dans une mémoire plus large et dans une conception plus large des lieux de mémoire.
Et un homme qui a beaucoup fait pour le souvenir de Verdun, c'est le grand écrivain Maurice Genevoix, bien entendu. Il est à l'origine de la création de ce mémorial, en fait, Thierry Hubscher. C'est exact. C'est grâce à son initiative et à son dynamisme qu'il a réussi à mobiliser le Comité national du souvenir de Verdun. Et il a lancé une souscription nationale. C'est grâce aux fruits de cette souscription que ce mémorial a vu le jour. Ce qu'il faut, en revanche, noter, c'est qu'il aura fallu attendre 50 ans après la bataille pour qu'un mémorial digne de ce nom... Puisque le mémorial est inauguré en 67. Absolument. Et l'année prochaine, donc, nous allons fêter le 50e anniversaire de ce mémorial. Donc, c'est-à-dire que les combattants en 67 étaient déjà d'un certain âge. Bien sûr. Et comment, bien sûr. C'était déjà de vieux messieurs. On l'a complètement transfiguré, ce mémorial de Maurice Genevoix, puisque nous sommes aujourd'hui dans un centre d'interprétation très, très moderne, comme vous le disiez tout à l'heure. On l'a transfiguré, certes, mais on a respecté l'esprit du mémorial. On est fidèle à l'esprit de Maurice Genevoix, qui souhaitait que sur les lieux mêmes du combat, on puisse commémorer le combattant de Verdun. La grosse évolution dans cette commémoration, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une Europe peut-être un peu compliquée, mais on commémore la mémoire du combattant, quelle que soit sa nationalité. Y compris allemand, bien entendu, puisque c'est le président de la République française et la chancelière d'Allemagne fédérale qui sont ensemble venus inaugurer la nouvelle version du mémorial. Tout à fait. Alors ce mémorial, si vous voulez, on va se promener avec des micros HF à l'intérieur des collections. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Avec plusieurs invités pour cette émission depuis le mémorial de Verdun que vous nous proposez cet après-midi. Vous êtes accompagné de Thierry Hubscher qui est directeur du mémorial, Serge Barcellini qui est président général du Souvenir français et Nicolas Zubac qui est professeur d'histoire géo détaché au service éducatif du mémorial de Verdun. Et Franck, vous nous proposez une véritable visite virtuelle. Vous vous baladez au cœur des collections. Voilà, Nissa, nous sommes un tout petit peu essoufflés. Nous sommes arrivés donc au sein même des galeries de ce mémorial. Et l'entrée, si je puis dire, le vestibule, Nicolas Zubac, c'est une mise à niveau en quelque sorte ? Tout à fait, ça permet de faire un rappel sur ce qu'a été la Première Guerre mondiale. Nous, historiens, nous connaissons bien l'événement, mais ce musée s'adressant au plus grand nombre. On présente donc la guerre et on resitue cette bataille de Verdun dans la Première Guerre mondiale. Donc, vous avez une mise en scène qui est très spectaculaire. Vous avez privilégié ce qu'on appelle les artefacts, les objets, tous les souvenirs du combat, des tenues militaires, des casques, bien entendu. On a sous des planchers de verre la reconstitution d'un sol complètement détruit par les bombardements avec les culasses d'obus. Enfin, on essaie de replonger le visiteur dans une atmosphère qui est celle de la Grande Guerre. Tout à fait, et on renoue avec le vœu originel des anciens combattants, à savoir de faire comprendre ce qu'a pu être la réalité des combats, des combattants, quelles étaient leurs conditions de vie sur ce champ de bataille. Alors là, nous passons au milieu des visiteurs, je le dis pour nos auditeurs qui doivent entendre des bruits, car il y a une sonorisation, il y a aujourd'hui pas mal de monde. Vous recevez combien de visiteurs par an, Thierry Hubscher ? Depuis la réouverture du mémorial, nous en sommes à 185 000 visiteurs, c'est-à-dire qu'on a plus de 50% de fréquentation de plus que dans l'ancienne formule. Et il y a des visites thématisées, j'imagine. Alors on peut lire, il y a énormément de textes, il y a des extraits de témoignages, on peut écouter également des sons. On voit des cartes en relief, notamment là, la carte du champ de bataille de Verdun. J'imagine que vous expliquez ça aux visiteurs quand ils viennent. Tout à fait, puisqu'on peut lire sur le paysage même ce champ de bataille de Verdun. Cette carte est très intéressante. Avec ce front terrible qui sépare la région en deux. Absolument, et on voit les différentes phases de la lutte et on se rend compte à quel point le champ de bataille était petit. Par rapport au nombre d'hommes qui sont passés. C'est-à-dire qu'en fait, le principe de l'état-major allemand, c'était de concentrer une immense quantité de moyens, et donc notamment d'hommes, sur un petit espace pour enfoncer un coin dans le dispositif allié. C'était ça l'idée. Tout à fait, et jouer un maximum sur l'artillerie d'ailleurs. Avec ces roulements toujours d'artillerie. Absolument, cette concentration, 1200 canons rassemblés par l'armée allemande devant le front de Verdun. Combien de projectiles dans cette bataille de Verdun ? Alors l'estimation totale sur les 10 mois de lutte, on estime de l'ordre de 60 millions le nombre de buts tirés à Verdun. J'espère que nos auditeurs ont bien entendu ce nombre absolument effroyable. 60 millions
de bombes sont tombées sur ce petit espace. Donc c'est-à-dire qu'on a littéralement rasé des villages entiers. D'ailleurs, vous évoquez là un certain nombre des villages détruits du secteur de Verdun. Hein. Absolument, puisque les bombardements n'ont pas détruit que des forêts et des pâtures. Ils ont détruit également des villages, hein, une vie multiséculaire qui a été interrompue par le bombardement. Alors, ce qu'il faut peut-être que nous expliquions à nos auditeurs, c'est la muséographie. Vous avez mis de grands moyens, là, Thierry Hubscher. On est constamment plongé dans une sorte de spectacle. Nous avons là au-dessus de nos têtes des avions de l'époque qui ont été, parce qu'il ne faut pas oublier le rôle essentiel de l'aviation dans la bataille de Verdun, des avions qui ont été suspendus au plafond. Et ce que nous avons sous les yeux, c'est une sorte de carte mouvante. Expliquez ça à nos auditeurs. Alors, dans l'ancien mémorial, il y avait un champ de bataille très figuratif et les scénographes comme les historiens qui ont été à l'initiative de cette muséographie estimaient qu'il était difficile avec les moyens figuratifs d'exprimer tout ce que pouvait être l'horreur du champ de bataille. Donc ils ont préféré faire appel à des moyens, des images, des vidéos pour donner aux visiteurs ce sentiment que le champ de bataille était tout sauf inerte. Oui. Il était en perpétuel mouvement. C'est une espèce de... Bien sûr, c'est un magma en fusion. Hein. Voilà. C'est très spectaculaire ce que nous avons sous les yeux. Et j'invite évidemment nos auditeurs à venir ici à Verdun, visiter le mémorial. Et pas seulement le mémorial. À la fin de l'émission, nous vous donnerons quelques pistes de visite dans la région. Car évidemment, les souvenirs de la Grande Guerre ici sont innombrables. Ce que je vous propose, c'est de monter maintenant au premier étage sur la grande mezzanine et nous allons continuer notre visite dans ce mémorial de Verdun 100 ans après. Europe 1, Au cœur de l'histoire. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Avec une émission passionnante aujourd'hui, hein, Franck, puisque vous nous proposez une véritable visite virtuelle. Vous êtes accompagné de Nicolas Zubac. Il est professeur d'histoire-géographie détaché au service éducatif du mémorial de Verdun. Et nous continuons cette visite du mémorial à l'étage. Oui, Anissa, c'est une visite toujours très impressionnante que celle de ce mémorial de Verdun. Nous avons pris un peu de hauteur, là, au sens propre comme au figuré, puisque après avoir suivi pas à pas les traces d'un combattant dans les tranchées, après avoir, nous sommes passés par un sas où sont évoqués les mémoires, les souffrances des habitants également. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Tout ça est assez effroyable. Nous abordons maintenant, au premier étage, un certain nombre de thématiques sur la justice militaire, sur l'intendance, sur la vie à l'arrière, sur l'artisanat militaire, etc. Tous ces aspects, évidemment, qui sont thématisés dans des vitrines avec toujours cette triple approche, si vous voulez, une approche sensorielle, j'allais dire quasiment émotionnelle, liée à la scénographie très réussie, une approche quasiment archéologique avec beaucoup d'objets qui nous rappellent notamment l'artisanat des tranchées, qui nous rappellent la vie au quotidien pendant cette guerre terrible, et puis bien sûr une approche textuelle avec énormément de documents, de témoignages, de choses à lire, tout ça fondu dans une seule et même ambiance, si je puis dire. Est-ce qu'on peut dire, Serge Barcellini, et je sais que je vais faire sursauter certains en disant cela, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une certaine poésie de la Première Guerre mondiale ? Il y a en tout cas quelque chose qui correspond à l'opinion publique. Les Français sont très proches de la Première Guerre mondiale. Oui. Ils sont proches parce que 8 500 000 combattants ont été sous uniforme. On l'oublie toujours. 3 millions se sont battus, mais 8 500 000 Français ont été mobilisés en 14-18. C'est considérable, c'est une population entière. C'est exceptionnel. Et aujourd'hui, une majorité des Français d'aujourd'hui sont descendants quelque part ou ont dans leur famille quelqu'un qui a fait 14-18. Alors, la mémoire de ces familles a évolué avec le temps. On pourrait presque dire que pendant presque 50 ans, jusque dans les années 1960, on célèbre la victoire. La victoire dans la guerre, la victoire générale, la victoire de Verdun, d'une certaine manière. Absolument. Si vous voulez, dans un premier temps, pendant ces 50 premières années où les anciens combattants sont excessivement forts, où les associations sont excessivement fortes, nous sommes dans le souvenir. Voilà. Et ce souvenir, il est sacré. Ce souvenir étant sacré, c'est la victoire de Verdun qui l'emporte. Et puis,
lorsque les anciens combattants deviennent nettement moins nombreux, on voit qu'ils ont une envie de passer le témoignage. Et ce mémorial est directement issu du temps du témoignage. Ça, c'est la fin des années 60. Hein. La fin des années 60. Et ça va nous mener quasiment jusqu'à l'an 2000. Absolument. On évoque la bataille d'un point de vue historique. Absolument. Et en essayant d'être équilibré de part et d'autre, franco-allemand. On équilibre, mais c'est encore les anciens qui sont aux manettes de l'histoire. Et ils équilibrent en ouvrant, je leur dire, leur connaissance, en particulier aux enseignants. Attention, il y a des éclats d'obus. Hein, et puis, à partir grosso modo de la fin des années 90, nous changeons d'optique. Nous sommes passés de la victoire, c'était le souvenir, nous sommes passés à la bataille, c'était la mémoire. Maintenant, on parle de la boucherie de Verdun. Et maintenant, pour la condamner, il faut le dire. Maintenant, nous sommes dans un temps compliqué, où à la fois, en termes de droits de l'homme, on parle de boucherie de Verdun, c'est la grande boucherie. En clair, on ne sait plus pourquoi ils se sont battus. Mais de l'autre côté... On insiste sur la dimension absurde de ce combat de fin du monde. Absurde et des chefs catastrophiques. D'ailleurs, on ne commémore plus les chefs. Oui. Alors, oublions le phénomène Pétain, mais même au-delà du phénomène Pétain, le centenaire, par exemple, ne commémore plus les chefs de la guerre de 14-18. Vous ne trouverez pas un seul hommage, ni à Joffre, ni à Foch. Ça n'existe plus, les hommages des chefs. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une conception mémorielle il y a quelque chose d'inhumain, quelque chose de pas compréhensible. Et par contre, parallèlement à cette option, les musées comme celui-ci redonnent l'histoire au centre. Et on voit bien que nous avons cette dichotomie entre une vision de l'absurde idéologique quelque part et une vision historique de reconstruire, de donner à comprendre. Et le fait que tant de milliers de visiteurs viennent sur le site prouve l'intérêt des touristes. On peut parler d'un tourisme d'ailleurs, d'un tourisme de mémoire. Alors, moi j'aime bien un tourisme d'histoire, mais c'est un tourisme de mémoire, c'est une évidence. On voit bien qu'aujourd'hui, cette période historique, qui a mis du temps à rentrer véritablement dans une espèce de tourisme. On était dans le pèlerinage. Et le pèlerinage, comme d'habitude, c'est sacré. Et nous sommes passés du temps du pèlerinage au temps du tourisme. Et c'est vrai que le tourisme de mémoire n'a de valeur aussi que s'il porte quelque chose. C'est-à-dire s'il porte véritablement une volonté de transmission. Qu'est-ce que nous avons là sous les yeux, Nicolas Xubac ? Nous sommes devant des vitrines avec des jouets d'enfants. Alors en effet, on voit que cette Première Guerre mondiale est une guerre totale, donc c'est la guerre, on l'amène ce champ de bataille, mais toute la population est mobilisée dans l'effort de guerre, et on voit que la propagande passe également par les objets, les jouets en direction des enfants. Donc c'est très fort. Hein. C'est pour conditionner les futurs petits combattants, c'est ça l'idée ? Tout à fait, on est dans cette logique-là, la guerre sert de support éducatif et de mobilisation des esprits, ça faut bien le comprendre. On parle également des prisonniers, bien entendu. Enfin, tous les aspects, toutes les thématiques sont développées, y compris, bien entendu, la question des hôpitaux de campagne, des ambulances militaires. C'est vrai que c'est un élément extrêmement important et on a effectivement cette séquence sur le soin aux blessés. Et c'est vrai que entre 1914 et 1918, le traitement, le soin aux blessés a fait des progrès considérables. Au début de la guerre, les blessés n'avaient que très peu de chances de survie et grâce à la mise en place d'une nouvelle organisation du soin aux blessés, les progrès se sont fait sentir très très rapidement. Ce que je vous propose, c'est d'évoquer dans un instant, toujours au milieu de ces collections extraordinaires, dans cette ambiance tellement prenante, c'est d'évoquer tout le tourisme historique, nous dites-vous, Serge Barcellini, qui peut se déployer dans cette région de Verdun. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1, nous.fr. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et dans un instant, Franck, pour les 5 dernières minutes de l'émission, comme d'habitude, c'est le patrimoine touristique de la Meuse et de Verdun que vous allez nous faire découvrir. Mais d'abord, dans ce mémorial de Verdun, il y a quand même une collection d'objets assez incroyable, hein, Franck ? Oui, Anissa, 2 avions, 20 uniformes complets, des carnets de route par dizaines, 400 pièces d'uniformes, 600 historiques régimentaires, 4000 plaques de verre, vous savez, c'est l'ancêtre de la photographie, 10 000 objets, des cartes postales par milliers, des ouvrages et 7000 photographies. Voilà les collections de ce mémorial de Verdun qui sont admirablement présentées dans une scénographie qui vous fait participer, si je puis dire, non seulement au combat, mais à toute la mémoire de ces combats. Alors, j'aimerais que nous disions
précision, Serge Barcellini, ce qu'est ce souvenir français dont vous êtes le président général. Je ne vous appelle pas mon général, mais le cœur y est, bien entendu. Qu'est-ce que c'est que le souvenir français? Le Souvenir français est une grande association mémorielle de 190 000 adhérents aujourd'hui, mais qui est née de la guerre de 1870, puisque nous sommes créés en 1887. Et cette association, en fait, a pour finalité d'entretenir la mémoire de la France au combat. Ça, c'est formidable et c'est fondamental. Il faut que les gens se mobilisent pour ça. Absolument. Il faut entretenir les stèles militaires, il faut entretenir les cimetières militaires. Il faut qu'il y ait des gens les jours de commémoration. C'est trois choses essentielles. C'est la sauvegarde des sites matérialisés, les tombes, qui souvent disparaissent, les stèles, et oui, vous me les disiez monuments. d'ailleurs tout à l'heure dans le train quand nous sommes venus, vous me disiez qu'il y avait énormément de tombes qui disparaissaient parce qu'on a restitué un certain nombre de combattants à leurs familles, qu'il y avait des concessions perpétuelles mais qui ne sont pas si perpétuelles que ça, et qu'au bout de la concession, généralement, souvent les familles ont disparu, elles sont parties, elles ne s'intéressent plus forcément à ça, et donc ce sont des morts pour la France qui disparaissent, si l'on peut dire. Absolument. Nous sommes à un moment tout à fait assez intéressant, c'est au moment du centenaire de la Grande Guerre, qui est marqué par la fin des concessions perpétuelles, et nous avons dans de très nombreux cimetières communaux la disparition des tombes de morts pour la France. Le Souvenir français se bat pour dire aucune tombe de mort pour la France ne doit disparaître, car la tombe de mort pour la France, c'est trois choses. C'est une mémoire familiale, c'est une mémoire communale et c'est une mémoire nationale. Et c'est ce rassemblement de ces trois mémoires qui fait la richesse quelque part de ce lieu. Bravo, j'espère que nos auditeurs entendent bien ce message, c'est très fondamental. Alors, ici, bien entendu, il y a les collections permanentes, il y a des expositions temporaires, bien entendu, Thierry Hubscher, et puis des événements. Alors là, les 8, 9 et 11 novembre prochains aura lieu une rencontre avec Jean-Yves Le Naour et le dessinateur Marco autour de la bande dessinée, Verdun et la Grande Guerre en BD, en fait. C'est ça, nous avons une programmation culturelle assez variée. Il y a aussi des parcours pour les enfants, absolument. Il faut le dire. Et puis, pardon, je suis obligé d'aller un petit peu vite, mais vous avez également ce qu'on appelle un MOOC. Alors là, il faut m'expliquer ce que c'est, ça. M-O-O-C. Alors, en français, ça veut dire Massive Open Online Course, c'est-à-dire tout simplement des cours en ligne. Donc, j'invite tous les auditeurs d'Europe 1 à s'inscrire à ces cours en ligne. Il n'y a pas besoin d'être érudit, historien, simplement passionné d'histoire si l'on veut approfondir ses connaissances. Et la deuxième session de ce MOOC démarre le 7 novembre prochain, après avoir eu une première session qui a connu un grand succès. Donc si vos auditeurs veulent s'inscrire, il suffit d'aller sur notre site mémorial-verdun.fr et ils suivront le cheminement pour s'inscrire gratuitement sur ces cours en ligne. Et puis je parlais de ce festival BD au moment du 11 novembre. Il faut savoir aussi qu'il y a un concert d'orgue sera donné le 11 novembre à 17h à la cathédrale de Verdun, parce que Verdun c'est aussi une ville, essayons de ne pas l'oublier tout de même, une ville avec notamment son musée d'art et d'histoire, et avec le 4 décembre prochain son défilé de la Saint-Nicolas. Donc j'espère que les auditeurs d'Europe 1 seront effectivement très nombreux à venir ici, à la fois se plonger dans cette mémoire tellement émouvante de la Grande Guerre, et puis aussi essayer de réfléchir à l'histoire, parce que la mémoire est une chose, mais vous savez qu'ici nous avons tendance à faire de l'histoire. Je vous rends l'antenne si vous le voulez, chère Anissa, et avec le plaisir. moment est venu de passer la parole à Nikos. Bonjour Nikos.